Tente quelque chose avec moi. Ferme les yeux pendant 5 secondes et imagine ta vie idéale, celle qui apparaît dans les rêves éveillés, dans les moments silencieux avant de dormir, dans les fantasmes que personne ne sait que tu nourris. Visualise l'appartement, la voiture garée dans le garage, le solde bancaire, le corps sculpté, la personne à tes côtés, la table à manger avec des amis élégants riant de blagues intelligentes, les commentaires d'admiration, les regards d'envie déguisés. Tu as réussi à tout voir. Super. Maintenant, réponds avec une sincérité absolue. Combien de ton énergie quotidienne, du moment où le réveil sonne jusqu'à l'instant où l'oreiller reçoit ta tête épuisée, est consacrée à poursuivre exactement ce portrait imaginaire? 70%, 80%, 90%, car il y a 3 siècles et demi, dans une petite chambre étouffante d'un village hollandais, entouré de poussière de cristal et de lentilles inachevées, un homme frêle avec des cernes profondes et une toux chronique a noté quelque chose dans un carnet qui, s'il était pris au sérieux, démonte chaque brique de cette construction mentale qui domine tes matins, après-midi et nuit. Cet homme s'appelait Baruch de Spinoza, et la planète n'a jamais pardonné ce qu'il a osé affirmer. Laisse-moi te situer. Amsterdam, milieu du XVIIe siècle. La ville grouille de commerce, de navires, d'épices et d'argent. Des marchands portugais d'origine juive contrôlent des routes commerciales entières à travers l'Atlantique. Il y a de la fortune qui circule dans les rues pavées. Il y a du statut à chaque coin de rue, des habits importés, des cigares cubains, des résidences avec des candélabres en argent. Tout le monde veut monter, tout le monde veut accumuler, tout le monde veut montrer sa prospérité. Le jeu est clair. Plus ta richesse est visible, plus le monde te respecte. Au milieu de cet engrenage naît Baruch, fils d'une famille respectable au sein de la communauté séfarade, destinée au commerce, attendu lors des rituels religieux, préparé à reprendre les affaires de son père, à épouser quelqu'un de convenable, à engendrer des descendants obéissants et à mourir avec une réputation intacte. Le scénario était écrit, tout était prêt. Il suffisait de suivre. Mais quelque chose à l'intérieur de ce jeune homme fonctionnait différemment. Alors que des garçons du même âge rêvaient de navires chargés de cannelle et de muscade, Baruch restait paralysé devant des questions auxquelles aucun rabbin ne pouvait répondre de manière satisfaisante. Des questions qui empêchèrent de dormir, rongèrent les certitudes, fissuraient les fondements. Des choses trop dangereuses pour être dites en public, des vérités trop inconfortables pour tenir dans ce temple organisé, hiérarchique et vigilant. Et puis est venu juillet 1656. Baruch avait 23 ans lorsque la congrégation Talmud Torah a émis contre lui le document le plus brutal qu'une communauté religieuse puisse produire. Cela s'appelait le Hérem. En pratique, cela signifiait annihilation sociale complète, effacement, mort symbolique. Le texte sacré déclarait que ce jeune homme serait exécré au lever du jour, maudit au crépuscule, condamné en se couchant, répudié en se levant. Aucun membre de la synagogue ne pouvait maintenir de contact, échanger de correspondance, rester à moins de 4 coudées de distance, partager un toit ou de la nourriture. Imagine recevoir ce verdict. Imagine chaque visage familier se transformant en mur, chaque porte connue se fermant. Chaque étreinte possible se dissolvant dans l'air glacé de cette salle cérémonielle où des bougies tremblaient comme des témoins muets de l'enterrement symbolique. Sais-tu quelle a été sa réaction? Silence, pas une larme, pas de supplication, pas de genoux pliés. On raconte qu'il a pris une profonde inspiration, a ajusté le col usé de son manteau et a marché vers la sortie d'un pas ferme, comme quelqu'un qui s'y attendait déjà. Comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, avait besoin de cela pour se libérer, parce que c'était exactement cela. Liberté. Pendant que tous autour de lui dépensèrent leur existence à accumuler des symboles externes de valeur, titres, possessions, approbation religieuse, reconnaissance communautaire, Spinoza a réalisé quelque chose qui glacerait l'échine de quiconque assez honnête pour faire face. Il a compris que toute cette course, toute cette escalade frénétique vers le sommet d'une montagne socialement fabriquée ne menait à aucune plénitude. Elle menait en effet à un vide progressif, silencieux, camouflé en conquête. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment après avoir acheté quelque chose désiré depuis des mois,
lorsque l'enthousiasme s'évapore en 48 heures. Ce moment après la promotion au travail, lorsque l'euphorie cède la place à une anxiété renouvelée. Cette nuit, après avoir posté la photo parfaite, récolté des dizaines de j'aime, et malgré tout, s'allonger dans son lit avec un trou inexplicable au centre de la poitrine. Spinoza a cartographié ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il a disséqué chaque engrenage. Il a révélé chaque vice caché. Il a démontré, à travers un raisonnement rigoureux et enchaîné comme des théorèmes géométriques, que les êtres humains sont des machines à désir mal calibrées, que nous confondons impulsion et but, que nous échangeons substance contre apparence, que nous vendons des décennies entières de vitalité en échange d'applaudissements éphémères, distribués par des foules qui ne nous connaissent même pas vraiment. Il a tout enregistré dans des œuvres qui ont immédiatement été interdites, confisquées et brûlées en place publique. Les gouvernements ont tremblé. Les églises ont émis des décrets condamnatoires. Des philosophes rivaux ont écrit des traités entiers essayant d'invalider chaque argument. Rien n'a fonctionné. Les idées ont survécu aux bûchers, aux interdictions, aux siècles. Elles ont traversé des générations cachées dans des bibliothèques clandestines, copiées à la main par des lecteurs courageux, chuchotées entre penseurs qui reconnaissaient là une radiographie impitoyable de la condition humaine. Et nous y voilà, toi et moi, séparés de Spinoza par des océans, des décennies et des langues, cependant connectés par ce même trou dans la poitrine, cette même inquiétude, ce même soupçon dérangeant que peut-être, juste peut-être, tout le chemin est erroné, que peut-être l'échelle sur laquelle nous dépensons tant d'énergie est appuyée contre le mauvais mur. Ce que je vais partager avec toi dans les prochaines heures est dangereux, pas physiquement, mais mentalement, parce que cela détruit des certitudes confortables, arrache des voiles qui protègent les yeux depuis trop longtemps, oblige à faire face à des reflets que nous préférerions éviter. Spinoza a payé cher pour ses découvertes. Solitude, pauvreté, maladie pulmonaire causée par l'inhalation constante de résidus des lentilles qu'il polissait pour survivre. Il est mort à 44 ans, maigre, pâle, oublié, mais libre, complètement, irrévocablement libre. La vraie question n'est pas de savoir s'il avait raison. 300 ans de philosophie, de neurosciences et de psychologie ont pratiquement confirmé tout. La vraie question est une autre, plus personnelle, plus inconfortable. Es-tu prêt à écouter? Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a pas de bouton de retour en arrière. Commençons. Baruch de Spinoza a marché dans les rues d'Amsterdam pour la dernière fois en tant que membre de la communauté séfarade un mardi gris de juillet. Le ciel hollandais était chargé de nuages épais, lourds, et le vent des canaux apportait cette odeur inconfondable d'eau stagnante et de bois mouillé. Il savait ce qui l'attendait. Il le savait avant de franchir la porte de la synagogue. Il le savait avant de sentir le regard des anciens. Il le savait peut-être depuis le moment où il a ouvert la bouche pour la première fois pour questionner ce que personne dans sa communauté n'osait questionner. 23 ans d'existence, 23 ans insérés dans une structure sociale rigide où la valeur d'un homme se mesurait par l'obéissance aux rituels, par la prospérité des affaires, par le respect démontré envers les autorités rabbiniques. 23 ans à regarder les gens autour de lui gravir des échelons invisibles dans une hiérarchie silencieuse, qui a le manteau le plus fin, qui s'assoit le plus près du rabbin pendant le service, qui conclut l'affaire la plus lucrative au port, qui marie sa fille avec le jeune homme de lignée la plus illustre. Une compétition déguisée en tradition, une course déguisée en dévotion. Et Spinoza voyait tout. Il observait avec ses yeux sombres, profonds, presque tristes, chaque mouvement, chaque geste calculé, chaque sourire performatif lors des réunions communautaires. Il percevait comment certains commerçants changèrent de posture corporelle en s'approchant de quelqu'un d'influent, comment certaines épouses exhibaient de nouveaux bijoux à la synagogue avec une désinvolture soigneusement préparée. Comment des jeunes façonnaient des opinions entières sur Dieu, sur la morale, sur le destin, non pas à partir d'une réflexion authentique, mais à partir de la nécessité désespérée d'appartenir, de plaire, de monter. C'était une machine, silencieuse, efficace, impitoyable. Une machine qui transformait des êtres humains entiers en engrenages polis, fonctionnels, interchangeables. Et le carburant de cette machine n'était pas la haine, la violence ou la tyrannie.
Le carburant était quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus pénétrant, de beaucoup plus difficile à identifier. La promesse que le prochain échelon apporterait satisfaction. Toujours le prochain échelon, jamais celui-ci, jamais maintenant, jamais ici, toujours demain, toujours après, toujours quand. Spinoza connaissait cette promesse intimement. Il a grandi en étant nourri par elle. Son père, Miguel de Spinoza, était importateur de fruits secs et de bougies. Il travaillait de longues heures dans les entrepôts du port. Il a accumulé une fortune respectable. Et il est mort. Il est mort fatigué, malade, préoccupé par des dettes qui sont apparues au cours des dernières années d'activité. Il est mort sans jamais avoir atteint ce plateau imaginaire où l'effort se convertirait enfin en tranquillité. Le garçon a vu cela se produire. Il a vu son père consacrer toute son existence à une promesse qui ne s'est jamais matérialisée. Et quelque chose en lui s'est fissuré. Pas de manière dramatique, pas avec une explosion ou une rébellion adolescente. Cela s'est fissuré lentement, silencieusement, tectoniquement, comme une fissure qui s'ouvre au fond d'un lac gelé, imperceptible à la surface, dévastatrice dans la structure. C'est à partir de cette fissure que sont nées les questions. Si la richesse ne produit pas de contentement durable, pourquoi consacrons-nous la plus grande partie de notre vitalité à l'accumuler? Si la reconnaissance sociale s'évapore au moment même où elle est obtenue, comme un parfum versé sur une pierre chaude, pourquoi? Nous avons organisé toute notre conduite autour de votre conquête. Si chaque objectif atteint génère immédiatement un objectif de remplacement, dans un cycle interminable et épuisant, le problème ne réside-t-il pas dans l'absence de conquête, mais dans la nature même du désir? Des questions dangereuses. Des questions qui, au XVIIe siècle, coûtaient des carrières, des réputations et, dans certains contextes, l'intégrité physique elle-même. Des questions qu'Spinoza, au départ, a gardées cachées, enfermées, protégées sous des couches de silence prudent, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de les contenir. Il a commencé à assister à des cours avec Franciscus van den Enden, un ancien jésuite libre penseur qui enseignait le latin, la philosophie classique et les sciences naturelles. Là, loin des couloirs surveillés de la synagogue, Spinoza a trouvé de l'oxygène intellectuel. Il a lu Descartes, il a étudié la géométrie euclidienne, il s'est plongé dans des textes interdits qui circulaient clandestinement parmi les cercles hétérodoxes des Pays-Bas. Chaque lecture était un marteau frappant cette structure déjà fissurée. Et plus il lisait, plus il voyait avec une clarté terrifiante le mécanisme qui gouverne les vies humaines. Pas seulement dans la communauté séfarade, pas seulement à Amsterdam, partout, dans toute civilisation, à toute époque, dans toute culture. Le mécanisme était universel. Ça fonctionne ainsi. Nous naissons sans identité définie. Nous sommes des feuilles blanches, affamées de signification. Le monde autour, parents, enseignants, prêtres, gouvernants, voisins, commence immédiatement à remplir cette feuille. Ils disent ce qui est précieux. Ils disent ce qui est admirable. Ils disent ce qui est honteux. Ils créent des catégories, succès et échec, beau et laid, digne et indigne. Et nous, créatures désespérées d'orientation, absorbons ces catégories comme des éponges absorbent le liquide, sans filtre, sans critique, sans conscience. À partir de là, nous passons le reste de notre vie à essayer de nous conformer aux catégories considérées comme supérieures. Nous voulons être perçus comme réussis, attrayants, intelligents, respectables, et chaque action que nous entreprenons, depuis les vêtements que nous portons jusqu'à la profession que nous choisissons, depuis le quartier où nous vivons jusqu'au vocabulaire que nous utilisons, est calculée, consciemment ou inconsciemment, pour générer cette perception chez les autres. Spinoza a appelé cela la servitude humaine. Servitude. Pas au sens métaphorique, littéralement. Parce que la personne qui organise son existence autour de l'approbation des autres n'est pas maîtresse de ses propres choix. Elle est esclave. Esclave des regards, esclave des jugements, esclave des métriques imposées par des gens qui, à leur tour, vivent également asservis par les mêmes métriques. Une chaîne infinie de prisonniers enchaînés les uns aux autres, chaque maillon convaincu d'être libre parce qu'il peut se déplacer de quelques centimètres à l'intérieur de la cellule. Cela te semble familier, parce que cela devrait. Parce qu'en plein XXIe siècle, cette machine non seulement continue de fonctionner, elle a été turbochargée.
amplifié, potentialisé par des technologies qu'Espinoza n'aurait jamais pu imaginer, mais dont il a prévu l'impact avec une précision déconcertante. Pense avec moi. Instagram n'a pas inventé la comparaison sociale. Il n'a pas créé de toutes pièces le besoin de paraître réussi. Ce qu'il a fait, c'est prendre une tendance humaine millénaire et y mettre un accélérateur nucléaire. Avant l'avènement des réseaux sociaux, ta référence de comparaison était les personnes autour de toi. Voisins, collègues, membres de la famille. Un groupe limité, tangible, imparfait comme tout groupe humain réel. Maintenant, ta référence de comparaison est la planète entière. Filtrée, éditée, soignée, optimisée pour montrer exclusivement les sommets et cacher les vallées. Tu te compares à des versions fictives de millions d'inconnus, des versions qui n'existent pas dans la réalité. Des versions fabriquées avec un éclairage professionnel, des angles calculés, des légendes motivantes écrites par des rédacteurs et des moments chorégraphiés pour sembler spontanés. Et ton cerveau, cet organe primitif, façonné par des centaines de milliers d'années d'évolution dans la savane africaine, ne sait pas distinguer la fiction numérique de la réalité palpable. Pour lui, chaque image de quelqu'un apparemment plus heureux, plus riche, plus beau, plus accompli que toi est une menace réelle à ta place dans la hiérarchie tribale. Et cela déclenche des alarmes, libère du cortisol, génère de l'anxiété, produit cette sensation corrosive d'inadéquation qui ronge de l'intérieur, lentement, méthodiquement, de manière imparable. Et Spinoza a cartographié tout cela 350 ans avant que le premier smartphone ne soit allumé. Il a cartographié sans imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, sans études longitudinales, sans big data. Il a cartographié en utilisant une pure observation, un raisonnement en chaîne et une honnêteté intellectuelle qui frôlait la cruauté, surtout envers lui-même. Parce qu'il était aussi piégé, il portait aussi des désirs, il ressentait aussi l'attraction gravitationnelle du statut, de la reconnaissance, de la validation. La différence, c'est qu'il a décidé de regarder ce mécanisme les yeux ouverts, de disséquer chaque engrenage, de comprendre chaque ressort, de nommer chaque pièce. Et quand il a terminé de cartographier, il est arrivé à une conclusion qui changerait à jamais la façon dont les philosophes, les scientifiques et les penseurs envisagent l'expérience humaine. La conclusion était simple, si simple que ça fait mal. Nous ne désirons pas des choses parce qu'elles sont bonnes. Nous les considérons comme bonnes parce que nous les désirons. La valeur que nous attribuons à tout objet, position ou conquête, ne vient pas de la chose elle-même. Elle vient de nous, de notre appétit, de notre carence, de notre faim insatiable de combler un vide qu'aucune acquisition externe ne peut occuper. Cela signifie que la vie parfaite que tu imagines, ce montage de conquêtes matérielles, professionnelles et sociales qui apporterait supposément la paix, n'a aucune valeur intrinsèque, zéro. L'éclat que tu y vois est une projection. C'est le reflet de ta propre faim renvoyée par le miroir de la fantaisie. Et poursuivre un reflet est la définition exacte de la folie. Spinoza le savait à 23 ans. Il le savait et a choisi d'agir en conséquence. Il a choisi de quitter le commerce, de rejeter l'héritage paternel, d'abandonner la quête de statut social et de consacrer chaque heure restante de sa vie à comprendre, vraiment comprendre, ce que signifie exister sans la béquille du statut. Le prix a été le hérem, le prix a été la solitude, le prix a été de polir des lentilles jusqu'à ce que les poumons se remplissent de poussière de verre. Mais il a payé en souriant, il a payé avec cette sérénité troublante de celui qui a trouvé quelque chose qui vaut infiniment plus que tout ce qu'il a perdu. La question est, qu'a-t-il exactement trouvé? Il y avait un marchand à Amsterdam. Spinoza n'a jamais enregistré son nom, mais il a décrit le type avec une précision si aiguisée qu'il est impossible de ne pas le reconnaître, qui a accumulé une fortune considérable en vendant des épices venant des Indes orientales. Muscade, cannelle, clous de girofle, des produits qui valaient plus que de l'or au gramme. Cet homme a acheté une maison dans l'un des canaux les plus élégants de la ville, a rempli les pièces de meubles importés d'Italie, a accroché des tableaux de peintres renommés au mur, a engagé des employés, a habillé sa femme avec des tissus coûtant le salaire annuel d'un artisan. De l'extérieur, sa vie était impeccable, enviable, un monument ambulant au succès. De l'intérieur, le type ne dormait pas. Il passait des nuits à se retourner dans son lit, à calculer des risques, à craindre des naufrages,
à se méfier de ses associés, angoissé par la possibilité que le prochain chargement n'arrive pas à temps. Quand un navire était en retard, il devenait irritable, agressif, impossible à vivre. Quand la marchandise arrivait et que les bénéfices se confirmaient, il ressentait un soulagement. Jamais de la joie, juste un soulagement, pendant quelques jours avant de recommencer le cycle avec le chargement suivant. Spinoza observait cet homme et des dizaines d'autres semblables, avec l'attention clinique d'un naturaliste étudiant, le comportement des fourmis sur un sentier. Il n'y avait pas de jugement moral dans l'observation, pas de mépris. Il y avait une curiosité pure mêlée de compassion, parce qu'Spinoza comprenait que ce marchand n'était pas mauvais, avide ou superficiel. C'était un être humain ordinaire, agissant exactement selon la programmation reçue, suivant des instructions gravées si profondément dans le système nerveux que les remettre en question semblait aussi absurde que de remettre en question la gravité. L'instruction était claire, accumule, montre, impressionne, conquiert l'admiration. Utilise cette admiration comme preuve que ton existence a de la valeur. Ça te semble familier, n'est-ce pas? Échange la muscade contre des abonnés. Échange le navire contre une start-up. Échange la maison dans le canal contre un appartement dans un quartier prisé. Échange les tableaux italiens contre un mur de diplômes, de certifications, de prix encadrés. L'emballage a changé. Le contenu reste identique. Spinoza a identifié 3 forces qui gouvernent presque toute l'activité humaine. Il a appelé ces forces des affects primaires, et toutes les autres émotions en dérivent comme des branches poussent d'un tronc. La première, le désir. Pas le désir sexuel spécifique, mais l'impulsion fondamentale de poursuivre ce que nous imaginons, nous compléter. La seconde, la joie, ou plutôt l'expérience de transition vers un état de plus grande puissance, de plus grande capacité d'agir et de penser. La troisième, la tristesse. Le mouvement inverse. Passage à un état réduit, diminué, rétréci. Tout ce que nous faisons, sans exception, orbite autour de ces 3 forces. Nous recherchons ce qui promet de la joie. Nous évitons ce qui menace la tristesse. Et le désir est le moteur qui nous pousse sans cesse dans cette danse. Le problème, et ici Spinoza a mis le bistouri dans la chair vive de la question, est que nous sommes mauvais pour identifier ce qui produit réellement une joie durable. Mauvais, catastrophique, parce que nous confondons 2 types d'expériences complètement distincts. Il y a ce qu'Spinoza appellerait la joie passive. C'est l'euphorie que nous ressentons lorsque nous obtenons quelque chose de désiré. La nouvelle voiture, la promotion, l'éloge public, le match sur l'application, le like sur le post. Cette joie est réelle. Personne ne nie qu'elle existe. Mais sa nature est fugace, dépendante, conditionnelle. Elle dépend de quelque chose d'externe, elle est enchaînée. Critique, traduisez toutes les 1500 mots de ce texte, n'omettez rien, les circonstances hors de votre contrôle. Et au moment où la circonstance change, la voiture subit la première égratignure, le poste apporte des responsabilités écrasantes, le compliment est oublié, le match ne répond pas, la joie disparaît, elle s'évapore, comme la neige au soleil. Et après l'évaporation vient quelque chose de pire que l'absence, vient le besoin renouvelé, la faim amplifiée, le vide agrandi. Parce que le cerveau humain fonctionne par contraste, il calibre les attentes. Chaque pic de plaisir redéfinit le niveau du normal. Ce qui était autrefois un luxe devient banal. Ce qui était autrefois exceptionnel devient routine. Et ainsi la barre monte, continuellement, implacablement. Le premier bon salaire génère de l'euphorie. Le 10e génère de l'indifférence. Le premier voyage international est magique. Le 15e est logistique. Le premier appartement propre est une conquête. 3 ans plus tard, ce n'est qu'une adresse. Les psychologues modernes appellent cela l'adaptation hédonique. Spinoza n'a pas utilisé ce terme, mais a décrit le phénomène avec une précision millimétrique 300 ans avant l'existence de tout laboratoire de psychologie. Il a réalisé que les joies passives fonctionnent exactement comme des substances addictives. Elles produisent une tolérance. Elles exigent des doses croissantes. Elles ne satisfont jamais de manière permanente. Et à la fin, elles consomment plus de vitalité qu'elles n'en offrent en retour. Le statut est la drogue la plus socialement acceptée de la planète. Personne ne va dans une clinique de réhabilitation parce qu'il est accro à la reconnaissance sociale. Personne ne reçoit d'intervention de la famille
Parce qu'il passe 80% des heures éveillées à essayer d'impressionner des inconnus sur Internet. Personne n'est diagnostiqué avec une dépendance à l'approbation des autres, même lorsque cette dépendance détruit des relations, ruine la santé mentale, corrode l'authenticité et transforme des personnes entières en personnages performants d'elles-mêmes. Spinoza a été témoin de cette addiction sous sa forme la plus crue au sein de la communauté juive d'Amsterdam. Il a vu des familles s'endetter pour maintenir des apparences. Il a vu des mariages arrangés en fonction du patrimoine, non de la compatibilité. Il a vu des hommes intelligents gaspiller des décennies entières à gravir des hiérarchies communautaires qui, au fond, ne signifiaient absolument rien. Il a vu la mesquinerie, l'envie, la jalousie, le ressentiment, tous sous-produits inévitables d'un système où la valeur humaine est mesurée par des métriques externes. Et il a vu quelque chose d'encore plus troublant. Il a vu que les gens savaient, au fond ils savaient, dans les moments de silence, dans les intervalles entre les engagements, dans les nuits sans sommeil, quelque chose en eux murmurait la vérité, murmurait que tout cela n'était qu'un théâtre, que la course n'avait pas de fin, que le trophée était creux. Mais ils continuaient à courir, parce que s'arrêter signifiait affronter le vide. Et le vide était insupportable. Le vide semble toujours insupportable, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de l'affronter. Et ici, je dois faire une pause un instant, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a résonné avec ce qui a été dit, quelque chose a vibré. Peut-être un inconfort, peut-être une irritation, peut-être ce sentiment étrange d'entendre à haute voix des pensées que vous avez toujours gardées enfermées. Je veux entendre de vous, maintenant, à cet instant. Quelle a été la dernière conquête de votre vie qui semblait être le sommet du monde et qui, des semaines plus tard, ne signifiait presque plus rien? Écrivez dans les commentaires, sans filtre, sans performance, juste la vérité brute. Parce que je parie que votre histoire résonnera avec celle de centaines d'autres personnes qui regardent maintenant. Et si cette conversation vous touche d'une manière différente, si elle provoque des réflexions qui vont au-delà du contenu habituel que vous consommez, alors vous faites partie de ce cercle. Abonnez-vous à cette chaîne, pas comme un geste automatique, pas comme une obligation. Abonnez-vous parce que ce type de conversation est rare, parce que la plupart des chaînes veulent vous vendre des formules de succès. Et ici, nous déconstruisons l'idée même de succès. Appuyez sur le bouton, activez la cloche, et venez avec moi dans cette descente au fond de l'esprit humain. Parce que Spinoza nous attend là en bas, et ce qu'il a à montrer change tout. Revenons. Spinoza, alors, a identifié le poison. Il a cartographié la substance. Maintenant, il devait expliquer d'où elle provenait. Il ne suffisait pas de dire que le statut est un piège. Il fallait démontrer pourquoi nous y tombons si facilement, si régulièrement, génération après génération. La réponse qu'il a élaborée était radicale. Il a affirmé que la plupart des êtres humains vivent dans un état permanent de confusion sur eux-mêmes. Confusion, non pas au sens colloquial, ce n'est pas de la désorientation, ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas un manque d'information, c'est quelque chose de plus profond. C'est une incapacité structurelle à distinguer entre ce que nous sommes réellement et ce que nous imaginons être, entre les besoins authentiques et les désirs importés, entre les impulsions genuines et les programmations héritées. Cette confusion, selon Spinoza, naît du fait que nous examinons rarement, presque jamais, l'origine de nos désirs. Nous voulons des choses, nous voulons intensément, mais nous ne nous arrêtons pas pour demander pourquoi est-ce que je veux cela? D'où vient ce vouloir? Est-ce le mien ou a-t-il été planté? Sert-il à ma véritable puissance ou à l'image que je dois projeter? Quand un adolescent rêve d'une paire de chaussures de marque spécifique, il remet rarement en question la mécanique derrière ce désir. Il ne perçoit pas les centaines de publicités traitées inconsciemment, les commentaires des camarades, la peur microscopique du rejet social, l'équation implicite entre cet objet et le sentiment d'appartenance. Il veut simplement, et consomme la famille de demandes. Et quand il obtient les chaussures, il ressent cette étincelle momentanée de satisfaction qui s'éteint en quelques jours, remplacée par la prochaine urgence fabriquée. Multipliez ce schéma par 40, 50, 60 ans d'existence. Des milliers de désirs poursuivis, des milliers d'étincelles momentanées. Et à la fin, lorsque la comptabilité existentielle est faite dans ces minutes silencieuses de lucidité, le bilan est terriblement pauvre. On a dépensé une fortune de temps,
de santé et d'attention. Les 3 ressources les plus précieuses qu'un être vivant possède en échange de lueur. Spinoza a regardé ce bilan et a dit « Il existe une alternative. Il existe une manière complètement différente d'habiter l'expérience humaine, une manière qui ne dépend pas d'accumuler des lueurs, une manière qui génère sa propre lumière. Mais pour arriver à cette manière, il faut d'abord démonter la machine, pièce par pièce, vis par vis. Et c'est exactement ce qu'il a commencé à construire, seul, excommunié, dans un grenier froid, pendant les 18 années suivantes de son passage bref, silencieux et incandescent dans le monde. Lorsque Spinoza s'est assis pour rédiger l'œuvre qui deviendrait son héritage définitif, il a pris une décision formelle qui a choqué l'univers intellectuel européen. Il a décidé d'écrire sur les émotions, les désirs, la souffrance humaine et la nature de Dieu en utilisant la méthode de la géométrie. Définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire, scolie. Le même format qu'Euclide a utilisé pour prouver des théorèmes sur des triangles et des cercles, Spinoza l'a employé pour disséquer le fonctionnement de l'âme. À première vue, cela semble absurde, froid, inhumain. Comment est-il possible de traiter l'amour, la haine, l'envie, la peur et l'espoir avec le rigueur d'équations mathématiques? Ne serait-ce pas une violence contre la complexité de l'expérience subjective? Spinoza pensait exactement le contraire. Pour lui, traiter les émotions avec un langage vague, poétique et imprécis était le véritable manque de respect. C'était comme essayer de guérir une maladie sans jamais examiner le patient. Des générations entières de moralistes, de théologiens et de philosophes avaient discoursé sur les passions humaines de manière grandiose, élégante et complètement inutile. Ils ont dit à l'homme qu'il devait contrôler ses impulsions, qu'il devait être vertueux, qu'il devait résister aux tentations de la chair et du monde matériel. Beau, inspirant et absolument vide d'efficacité, parce que personne n'expliquait comment. Personne ne fournissait la carte mécanique du fonctionnement émotionnel. Personne ne montrait quels engrenages actionnent quels leviers dans l'appareil psychique humain. Il se contentait de prêcher la retenue sans offrir des instruments de compréhension. C'était comme dire à quelqu'un qui se noie « Arrête de te noyer », sans lui apprendre à nager, sans expliquer la dynamique des courants, sans même admettre que l'océan est dangereux. Spinoza a refusé cette approche. Il a dit explicitement qu'il ne voulait pas rire, pleurer ou condamner les actions humaines. Il voulait les comprendre. Comprendre de la même manière qu'un physicien comprend la trajectoire d'une pierre lancée dans les airs, sans jugement moral, sans supériorité, avec une attention pure et méthodique aux faits. Et les faits qu'il a découverts sont démolisseurs, d'abord. Il n'existe aucune faculté interne appelée volonté libre, qui soit au-dessus des affects. Spinoza a été peut-être le penseur le plus radical de toute la tradition occidentale à ce sujet. Il a catégoriquement nié que les êtres humains possèdent une sorte de commande centrale indépendante, capable de simplement décider de résister à un désir. Ce que nous appelons volonté n'est que le nom que nous donnons au désir lorsqu'il devient conscient. Je veux quelque chose, et j'appelle cette conscience volonté de l'obtenir. J'évite quelque chose, et j'appelle cela décision de refuser. Mais la volonté n'est pas une entité séparée des désirs. Ce sont les désirs, habillés en tenue de gala. Cela a des implications dévastatrices pour ceux qui croient qu'il suffit d'avoir de la discipline ou d'être fort pour échapper au piège du statut. Combien de fois avez-vous entendu ou dit quelque chose comme « Je sais que je ne devrais pas me soucier de ce que les autres pensent, mais… » Ce « mais » est le cœur de la question. Le « mais » est la confession involontaire que savoir quelque chose intellectuellement et ressentir quelque chose émotionnellement sont des processus complètement différents. Et dans la lutte entre les deux, l'émotion l'emporte presque toujours. Spinoza a été le « je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça ». Chaque désir a émergé. Peut-être réaliserez-vous que l'obsession pour le statut professionnel est liée à une enfance où l'attention était conditionnée par la performance. Peut-être découvrirez-vous que le besoin d'afficher des biens matériels compense une sensation chronique d'invisibilité qui remonte à l'adolescence. Peut-être reconnaîtrez-vous que la compulsion pour une productivité incessante masque une terreur profonde de confronter le silence intérieur. Chacune de ces perceptions fonctionne comme une clé qui ouvre un verrou. Cela n'élimine pas instantanément le désir. Spinoza n'a jamais promis de solution magique,
mais cela modifie la relation que j'entretiens avec ce désir. Il cesse d'être un commandement impératif auquel j'obéis aveuglément, et devient un phénomène que j'observe avec curiosité, avec distance, avec lucidité. Et ce changement, ce passage de la cécité impulsive à l'observation lucide, est ce que Spinoza appelle l'augmentation de puissance, car chaque degré de compréhension véritable élargit ma capacité à agir à partir de causes internes, au lieu d'être poussé par des stimuli externes. Chaque couche d'ignorance retirée réduit la dépendance de l'environnement pour déterminer mon état émotionnel. Pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Une personne qui comprend profondément pourquoi elle ressent de l'envie en voyant l'ostentation des autres n'est plus complètement dominée par cette envie. Elle ressent, car ressentir est inévitable, c'est le corps, c'est la biologie, mais elle n'obéit pas automatiquement. Elle n'a pas besoin de réagir en achetant quelque chose d'équivalent, en publiant une version rivalisée de sa propre vie ou en s'enfonçant dans un ressentiment corrosif. Elle peut observer l'envie, identifier sa généalogie psychique, la reconnaître comme le produit d'une chaîne de causes compréhensibles et la laisser passer, comme un nuage qui traverse le ciel sans altérer la terre en dessous. Ce n'est pas du stoïcisme, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas faire semblant que rien n'importe, c'est le contraire. C'est se soucier tant de sa propre santé mentale, de sa propre authenticité, de son propre droit d'exister sans servir à des métriques extérieures, que l'on refuse de remettre le contrôle de sa vie à des impulsions qui ne sont même pas les siennes. Spinoza a vécu ce refus au quotidien. Après l'ERM, il s'est installé dans des chambres modestes dans diverses villes néerlandaises. Rijnsburg, Voorburg, enfin La Haye. Il fabriquait des lentilles optiques pour microscopes et télescopes, gagnant juste assez pour manger, payer le loyer et acheter du papier. Il a refusé une chaire offerte par l'université de Heidelberg parce qu'il craignait que les obligations académiques limitent sa liberté de penser. Il a refusé le patronage d'aristocrates parce qu'il ne tolérait pas l'idée de façonner des opinions pour plaire à des financiers. Il a même refusé l'héritage paternel, cédant la part qui lui revenait à sa sœur aînée. Chaque refus était une démonstration silencieuse de la thèse centrale, qu'il est possible de vivre en dehors de la machine, en dehors de la compétition, en dehors de l'escalade compulsive pour la reconnaissance, et que cette vie extérieure, loin d'être misérable ou vide, peut être extraordinairement pleine, riche d'une richesse qu'aucun bilan patrimonial ne peut mesurer. Les correspondances échangées avec d'autres intellectuels révèlent un Spinoza étonnamment serein, de bonne humeur, généreux avec son propre temps, véritablement intéressé par les difficultés philosophiques de ses interlocuteurs. Il n'y a aucune trace d'amertume dans les lettres, aucune plainte sur la solitude, aucune nostalgie pour la communauté perdue, aucune auto-victimisation. Il semblait, d'après toutes les preuves disponibles, avoir trouvé quelque chose que la plupart des êtres humains cherchent toute leur vie sans jamais le localiser, le contentement indépendant des circonstances. Une encre interne qui ne bouge pas lorsque la mer externe s'agite. Mais comment? Quelle était, après tout, la substance concrète de ce contentement? Que faisait-il des heures que d'autres personnes consacraient à gravir des hiérarchies sociales? La réponse se trouve dans un concept qui est peut-être le joyau le plus précieux de toute l'œuvre spinoziste. Un concept si puissant que des philosophes ultérieurs, de Hegel à Nietzsche, de Deleuze à Einstein, y sont revenus à maintes reprises, extrayant de nouvelles couches de signification à chaque relecture. Le nom de ce concept est conatus. Conatus. Le mot vient du latin et peut être traduit imparfaitement par effort, impulsion, tendance. Mais aucune de ces traductions ne capture l'ampleur de ce que Spinoza voulait communiquer. Conatus, dans l'architecture de l'éthique, est l'essence même de chaque chose existante. C'est l'impulsion fondamentale par laquelle tout être persévère dans sa propre existence. Il ne s'agit pas d'instinct de survie au sens biologique étroit. C'est plus large, plus profond, plus universel. Une pierre résiste à l'érosion, c'est le conatus minéral. Un arbre étend des racines à la recherche de nutriments et dirige des branches à la recherche de lumière. C'est le conatus végétal. Un animal fuit les prédateurs et cherche de la nourriture. C'est le conatus instinctif. Un être humain pense, imagine, crée, comprend, aime, c'est le conatus conscient. Chaque chose, selon Spinoza, s'efforce de persister dans ce qu'elle est et d'élargir sa capacité à agir.
Cet effort n'est pas quelque chose que la chose possède en plus d'elle-même, c'est la chose elle-même. Le conatus d'un arbre est l'arbre. Le conatus d'une personne est cette personne. Retirer le conatus équivaut à retirer l'existence. Et voici le point crucial qui relie ce concept, apparemment abstrait à la question brutalement concrète de pourquoi la poursuite du statut vous vide de l'intérieur. Spinoza soutient que le conatus humain, notre impulsion vitale fondamentale, recherche naturellement ce qui augmente la puissance d'exister, ce qui élargit la capacité de penser clairement, d'agir avec autonomie, de comprendre la nature des choses et de soi-même. Lorsque le conatus trouve une nourriture adéquate, lorsque nous nous engageons dans des activités qui élargissent véritablement notre capacité, nous expérimentons ce que Spinoza appelle la joie active. Une joie radicalement différente de cette euphorie éphémère produite par des conquêtes externes. La joie active ne dépend pas des circonstances. Elle n'a pas besoin d'audience. Elle n'exige pas de comparaison. C'est l'expérience de devenir plus capable, plus lucide, plus présent, plus entier. C'est ce qu'un musicien ressent lorsqu'il maîtrise enfin un passage difficile, non pour le public, non pour les applaudissements, mais pour la pure expansion de sa propre compétence. C'est ce qu'un charpentier éprouve en emboîtant parfaitement 2 pièces de bois, non pour le client, non pour la vente, mais pour la satisfaction intrinsèque d'avoir réalisé quelque chose avec maîtrise. C'est ce qu'un penseur vit lorsqu'une idée confuse se clarifie soudainement, non pour la publication, non pour la citation académique, mais pour le plaisir brut de comprendre. Spinoza vivait immergé dans cette joie. L'acte de polir des lentilles, loin d'être un travail aliénant, était pour lui une extension naturelle de l'impulsion compréhensive. La lentille parfaite est une géométrie matérialisée. C'est la connaissance transformée en objet. Chaque courbe polie était une conversation silencieuse avec les lois de l'optique, avec la nature du verre, avec le comportement de la lumière. Il ne travaillait pas pour gagner de l'argent, bien qu'il en ait besoin. Il travaillait parce que l'acte de fabriquer des instruments de précision alimentait le même conatus qui le poussait à écrire de la philosophie. Maintenant, contrastez cela avec l'expérience de quelqu'un qui travaille exclusivement pour le salaire, pour le poste, pour le titre sur la carte de visite, pour la perception sociale associée à la profession. Cette personne peut même exécuter les mêmes tâches avec compétence. Elle peut même obtenir des résultats matériels supérieurs. Mais la qualité de l'expérience interne est radicalement différente. Car le moteur n'est pas le conatus, ce n'est pas l'impulsion véritable d'élargir la capacité. Le moteur est la peur de perdre sa position, la peur d'être dépassé, la peur de paraître médiocre, la peur que sans le titre, sans le poste, sans le salaire, il ne reste rien de substantiel sous la façade. Et la peur, dans la philosophie de Spinoza, est une tristesse projetée dans le futur. C'est l'anticipation imaginaire d'une diminution de puissance. Et la tristesse, toute forme de tristesse, indique que le conatus est contrarié, que l'organisme se déplace dans la direction opposée à l'expansion, qu'il se rétracte, se contracte, meurt au ralenti. Percevez-vous l'ironie perverse de cela? La personne qui poursuit le statut motivée par la peur d'être insuffisante opère, par définition, à partir de la tristesse. Chaque pas fait dans cette escalade est alimenté par une émotion qui réduit la puissance. Elle monte des échelons, mais chaque échelon la diminue intérieurement. Elle accumule des titres, mais perd de la substance. Elle gagne en visibilité, mais devient plus opaque pour elle-même. C'est le paradoxe central de la culture contemporaine du succès. Plus vous accumulez de marqueurs externes de valeur, plus vous vous appauvrissez intérieurement. Car les marqueurs externes ne nourrissent pas le conatus. Ce sont des prothèses, des compensations, des béquilles pour un organisme qui a oublié comment marcher sur ses propres jambes. Spinoza a décrit cela avec une métaphore brutale. Il a dit que la personne dominée par des passions externes est comme quelqu'un en mer à la merci des vagues, sans aucun contrôle sur sa propre embarcation. Chaque vague est un stimulus externe, un compliment, une critique, un regard d'approbation, un geste de mépris. Et l'embarcation va d'un côté à l'autre sans cap, sans centre, sans destination. L'illusion de liberté est maintenue par le fait que la personne change constamment de vague, tantôt à la recherche de reconnaissance professionnelle, tantôt de validation affective, tantôt d'admiration esthétique, et confond cette variété de stimuli
avec l'autonomie de choix. Mais changer de chaîne n'est pas la liberté, c'est juste de la variété, de prison. Le conatus genuin pointe dans une direction complètement différente. Il pointe vers l'intérieur, vers l'expansion de la capacité compréhensive, vers le développement de la puissance réelle, celle qui ne dépend de personne pour regarder, applaudir, aimer ou reconnaître. Celle qui existe dans le silence, dans la solitude productive, dans l'effort concentré de comprendre quelque chose qui était auparavant obscur. Spinoza passait des heures, des jours, des semaines entières penché sur des problèmes philosophiques que la grande majorité des gens considéreraient comme sans importance. La relation entre substance et attribut, la nature de l'étendue et de la pensée comme expression d'une réalité unique. La dynamique causale entre affect et idée. Rien de tout cela ne rapportait de la gloire, de la fortune ou du prestige social. Et c'est précisément pour cela que cela rapportait quelque chose d'infiniment plus précieux, l'expérience continue, stable et croissante de la puissance intellectuelle. La sensation, qu'il ne qualifierait pas de bonheur, mais de béatitude, de devenir, à chaque instant, plus capable de comprendre le réel. Cette béatitude est le point d'arrivée de la philosophie spinoziste. Pas un paradis après la mort, pas une récompense future, pas une promesse conditionnée à un bon comportement. C'est une qualité d'expérience disponible maintenant, à cet instant, pour quiconque est prêt à rediriger l'effort vital, le conatus, des conquêtes externes, vers la compréhension interne. Mais, et c'est le détail qui rend Spinoza si défiant, il n'a jamais dit que c'était facile. Au contraire, il a écrit, dans la dernière ligne de l'éthique, possiblement la phrase la plus honnête de toute l'histoire de la philosophie. Tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Difficile, rare, pas impossible, juste terriblement difficile et douloureusement rare. La question suivante, alors, devient inévitable. Si c'est si difficile, comment commencer? Si la machine du statut est si enracinée en nous, si fusionnée avec nos circuits émotionnels, si confondue avec notre propre identité, comment est-il possible de l'éteindre sans nous éteindre nous-mêmes? Spinoza avait aussi une réponse à cela, et elle commence par une distinction que la plupart des gens n'ont jamais entendue, mais qui, une fois comprise, fonctionne comme des lunettes correctrices pour une myopie existentielle chronique. La distinction est entre ce que Spinoza a classé comme connaissance de premier genre et connaissance de second et troisième genre. Cela semble être une terminologie académique ennuyeuse. Ce n'est pas le cas. C'est possiblement l'outil pratique le plus transformateur qu'il ait légué à l'humanité. La connaissance de premier genre est ce que nous absorbons par expérience vague, par oui-dire, par répétition sociale, par imitation irréfléchie. C'est le type de savoir qui constitue 99% du contenu mental de la plupart des gens. Des idées fragmentaires, déconnectées, confuses, qui sont entrées dans l'esprit sans invitation formelle et se sont installées comme des vérités absolues sans jamais avoir été examinées. Exemple quotidien. L'argent apporte la sécurité. Une bonne carrière exige des sacrifices. Les personnes qui réussissent se lèvent tôt. Celui qui ne gagne pas le respect est faible. Le marché est cruel, tu gagnes ou tu es vaincu. Le mariage est la base d'une vie complète. Chacune de ces affirmations porte des couches de présupposés jamais questionnées. Chacune a été absorbée par osmose culturelle, entendue 1000 fois dans des contextes différents, répétée par des personnes de confiance, renforcée par des récits médiatiques jusqu'à se solidifier en axiome incontestable. La connaissance de premier genre n'est pas nécessairement fausse. Certaines de ces affirmations contiennent des parcelles de vérité situationnelle. Le problème n'est pas la fausse absolue, c'est le manque d'examen. Ce sont des croyances acceptées sans que la personne ait parcouru de manière autonome le chemin logique qui relie la prémisse à la conclusion. Ce sont des cartes dessinées par d'autres, suivies aveuglément, qui peuvent ou non correspondre au territoire réel. Et c'est précisément de ce genre de connaissances que naissent les passions les plus destructrices liées au statut. La personne qui souffre de ne pas avoir le niveau de vie de son voisin souffre parce qu'elle opère avec une carte mentale, absorbée sans examen, qui dit « niveau matériel équivaut à dignité personnelle ». La personne qui s'humilie pour maintenir une position dans une entreprise le fait parce qu'elle porte, dans une couche profonde de son esprit, l'équation jamais questionnée. Sans titre professionnel, je ne suis personne.
Ces équations sont le fondement de la servitude, et elles sont, simultanément, entièrement invisibles pour ceux qui les portent. La personne ne dit pas consciemment « Je crois que ma valeur humaine dépend de mon poste ». Elle ressent simplement une angoisse insupportable lorsqu'elle envisage la possibilité de le perdre et n'examine jamais la racine de cette angoisse. Spinoza proposa que l'antidote consiste à passer du premier genre au second, la connaissance rationnelle. À ce niveau, les idées ne sont pas absorbées passivement, elles sont construites activement. Le sujet parcourt pas à pas la chaîne de causes et d'effets. Il examine les prémices, il teste les conclusions. Il confronte les croyances héritées avec une analyse méthodique. Il remplace les cartes des autres par sa propre cartographie. En pratique, cela signifie quelque chose qui semble déceptivement simple. Questionner. Mais pas questionner de manière rhétorique ou cynique. Questionner pour de vrai, avec une réelle disposition à abandonner les croyances qui ne survivent pas à l'examen. Lorsque l'anxiété frappe, parce que quelqu'un que tu connais a posté une photo à Santorin et que tu es sur le canapé en train de manger une pizza surgelée, au lieu de réagir impulsivement, fermer l'application avec colère, ouvrir un site de billets d'avion, sombrer dans une spirale d'autopitié, questionne. D'où vient cette anxiété? Qu'est-ce qui est exactement en jeu ici? Ma capacité réelle à bien vivre a-t-elle diminué parce qu'une autre personne a voyagé? Ma puissance de penser, de sentir, de créer, d'aimer, de comprendre, a-t-elle été objectivement réduite par cette image? Ou ce qui s'est passé, c'est qu'une croyance implicite, ma vie devrait ressembler à cela, a été activée, et la différence entre la croyance et la réalité a généré de la souffrance. Si la réponse est la dernière, et c'est presque toujours le cas, alors la souffrance ne vient pas de la réalité, elle vient de la croyance, et les croyances peuvent être modifiées, pas par décret, pas par affirmation positive dans le miroir, pas par des mantras motivationnels, par la compréhension, par une enquête honnête, par un suivi patient de la généalogie de cette idée jusqu'à ses origines, ce qui révèle souvent un enchevêtrement d'insécurités infantiles, de pressions familiales et de récits culturels arbitraires. La connaissance de troisième genre, que Spinoza a appelée science intuitive, est le niveau le plus élevé. Ici, la compréhension n'a plus besoin de raisonnement séquentiel. C'est une perception directe, une appréhension immédiate de la connexion entre une chose particulière et la totalité de la nature. C'est le moment où le musicien ne pense plus aux notes, il sent la musique couler à travers lui comme un courant électrique. C'est l'instant où le mathématicien voit la solution entière d'un seul coup, sans avoir besoin de parcourir la démonstration. C'est l'expérience rare et lumineuse de comprendre quelque chose si complètement que la frontière entre celui qui connaît et ce qui est connu se dissout. Spinoza affirma que de ce genre de connaissance naît l'affect le plus puissant qu'un être humain puisse expérimenter, l'amour intellectuel, pas l'amour romantique, pas l'amour familial, pas l'amour dévotionnel, l'amour comme compréhension totale, comme fusion entre l'esprit qui comprend et la réalité comprise, comme dissolution de la séparation illusoire entre moi et le monde. Cette expérience, que d'autres ont appelée illumination, satori, contemplation mystique, flow, état de grâce, est, pour Spinoza, le destin naturel du conatus humain, lorsque celui-ci n'est pas détourné par des passions inappropriées. C'est là où l'impulsion vitale veut aller. C'est le port vers lequel le navire se dirige lorsqu'il n'est pas ballotté d'une vague à l'autre par les stimuli externes. Et cette expérience n'a absolument rien à voir avec le statut. Rien. Zéro. Aucune relation. Elle se produit dans la solitude de l'étude, dans le silence de la contemplation, dans la concentration absorbée de celui qui plonge dans un problème avec tout son être. Elle se produit loin des projecteurs, loin des foules, loin des métriques d'engagement. Elle se produit là où personne ne filme, ne poste ou n'évalue. Et voici peut-être l'ironie la plus douloureuse de toute cette réflexion. L'expérience humaine la plus riche, la plus pleine, la plus satisfaisante qui existe est gratuite, silencieuse et invisible. Alors que l'expérience que la société valorise le plus, statut, gloire, reconnaissance, est coûteuse, bruyante et vide. Spinoza a pointé cette inversion avec le calme de celui qui énonce un théorème, sans indignation, sans révolte, juste avec la constatation sereine que la plupart des êtres humains courent toute leur vie dans la mauvaise direction. Pas par malice, pas par bêtise,
par ignorance. Une ignorance compréhensible, prévisible, presque inévitable, étant donné le poids écrasant de la connaissance de premier genre sur la conscience humaine. Mais soutient tout l'espoir du projet spinoziste, pas inévitable dans l'absolu. Parce que la transition entre les genres de connaissances est possible, difficile, rare, douloureuse, mais possible, pour quiconque, dans n'importe quelle circonstance, à tout moment. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à cet instant où ces idées traversent tes oreilles et atteignent un recoin de ton esprit qui attend peut-être, en silence depuis des années, exactement cela. Nous arrivons au cœur le plus controversé, le plus incompris et le plus lumineux de toute la philosophie de Spinoza. La question de Dieu, parce qu'il serait impossible de parler du vide que le statut tente de remplir sans parler de ce qui remplit véritablement ce vide. Et pour Spinoza, ce qui remplit, total, radical, définitivement, il a un nom. Il l'a appelé Dieu sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette formule a provoqué des tremblements de terre intellectuels qui résonnent encore aujourd'hui. Des théologiens de toutes les confessions ont accusé Spinoza d'athéisme. Les athées l'ont loué comme un allié. Les deux ont mal compris. Spinoza n'a pas nié l'existence de Dieu. Il l'a élargie au point de la rendre méconnaissable pour toute religion traditionnelle. Le Dieu de Spinoza n'est pas une entité séparée du monde qui crée, observe, juge et intervient. Ce n'est pas un Père céleste qui récompense les obéissants et punit les rebelles. Ce n'est pas une personne. Il n'a pas de volonté au sens humain. Il ne fait pas de choix. Il n'a pas de préférence. Il n'aime pas ce peuple plus que celui-là. Il n'a pas écrit de livre sacré. Il n'a pas désigné de prophète. Il ne fait pas de miracles. Le Dieu de Spinoza est la réalité elle-même. La totalité de tout ce qui existe, pensé et étendu, dans toute son infinité. Chaque atome, chaque galaxie, chaque pensée, chaque émotion, chaque brin d'herbe, chaque vague de l'océan, chaque synapse neuronale, tout cela est l'expression d'une substance unique, éternelle, infinie, que Spinoza a appelée indifféremment Dieu ou nature. Cela signifie que toi, oui, toi, avec toutes tes insécurités, avec toutes tes ambitions frustrées, avec tout le poids des comparaisons qui te suffoquent, es une expression de cette substance infinie, pas une création séparée d'elle, pas un produit jetable fabriqué par un artisan divin, une expression, un mode, une vague particulière dans l'océan sans limite. Et la vague n'est pas séparée de l'océan, elle ne l'a jamais été, elle ne pourrait jamais l'être. La sensation de séparation, ce sentiment fondamental que je suis ici à l'intérieur et que le monde est là dehors et qu'entre nous existe un abîme, est, dans la perspective spinoziste, l'illusion racine dont dérivent toutes les autres illusions, y compris l'illusion du statut. Pense avec soin. D'où vient la compulsion pour le statut, sinon de la sensation que je suis incomplet, que j'ai besoin d'acquérir, d'accumuler, d'exhiber pour combler un manque? Et d'où vient cette sensation de manque, sinon de la croyance que j'existe comme une entité isolée, déconnectée, flottant dans l'espace, ayant besoin de prouver ma valeur pour justifier le fait d'être ici? Si je comprenais véritablement, non pas comme une idée intellectuelle, mais comme une expérience vécue, comme une perception directe, que je fais partie intégrante de la totalité infinie de la nature, que chaque gramme de mon être est fait de la même substance qui constitue des étoiles et des océans et des montagnes et des consciences de milliards d'autres êtres, que mon existence particulière est une manifestation nécessaire de la réalité entière se déployant en formes infinies. Quel sens cela aurait-il de rivaliser? Quel sens cela aurait-il d'envier? Quel sens cela aurait-il d'accumuler des marqueurs externes d'importance quand l'importance est déjà donnée, est ontologique, est inaliénable? La vague n'a pas besoin de prouver à l'océan qu'elle mérite d'exister. La vague et l'océan étant vagues. Point. Spinoza a appelé la reconnaissance profonde de cette vérité amour intellectuel de Dieu, amor intellectualis Dei, et il l'a décrit comme la forme la plus élevée de satisfaction accessible à l'esprit humain. Une satisfaction qui ne fluctue pas, qui ne dépend pas d'obtenir ou de perdre quoi que ce soit, qui reste stable indépendamment des circonstances externes, parce qu'elle est fondée non sur la relation avec des objets particuliers, mais sur la compréhension de sa propre insertion dans la totalité infinie.
Cela semble mystique. Et c'est. Mais c'est un mysticisme particulier, rigoureusement rationnel, géométriquement démontré, dépourvu de rituels, d'intermédiaires ou de dogmes. Spinoza ne demandait pas de foi, il demandait de la compréhension. Il n'exigeait pas d'obéissance, il invitait à l'investigation. Il ne menaçait pas avec l'enfer, ni ne séduisait avec le paradis. Il pointait vers une expérience disponible ici, maintenant, dans cette vie, dans ce corps, dans cet esprit, tant que l'effort nécessaire était fait. Et c'est là que la plupart abandonnent, parce que l'effort est immense, parce qu'il exige d'abandonner des certitudes confortables, parce qu'il exige d'arrêter de courir sur le tapis roulant du statut et de confronter le vide qui surgit quand il s'arrête. Parce que le vide, dans les premiers moments, semble insupportable, il semble mort, il semble un échec, il semble que tu es en train de tout perdre, mais Spinoza dirait « Ce que tu es en train de perdre n'a jamais été à toi. C'étaient des prothèses, c'étaient des extensions artificielles d'un moi imaginaire. C'étaient des couches de peinture sur un mur qui est déjà beau par lui-même. Sous toutes les couches, sous les titres, les postes, les possessions, les opinions des autres, les métriques de performance, les comparaisons sans fin, il y a quelque chose de silencieux, solide, incassable, le conatus pur, ta puissance essentielle d'exister, de penser et de comprendre, sans ornement, sans masque, sans besoin d'approbation. Trouver cela est le travail d'une vie, et c'est le seul travail qui en vaut vraiment la peine. Spinoza a trouvé, dans un grenier néerlandais, en polissant des lentilles, en écrivant des démonstrations géométriques sur l'éternité, avec de la poussière de verre corrodant lentement les alvéoles qui lui restaient. Il est mort à 44 ans, seul dans une chambre louée à La Haye, avec presque aucune possession matérielle, sans famille présente, sans cérémonie funéraire de la communauté qu'il avait expulsée 2 décennies auparavant. Il est mort, selon toutes les preuves disponibles, en paix. Une paix que aucun titre, aucune fortune, aucun applaudissement de foule n'a jamais pu et ne pourra jamais produire. Maintenant, je vais te parler directement, sans intermédiaires historiques, sans médiation philosophique, sans la protection confortable de citer un penseur mort, directement. Es-tu piégé? Pas littéralement, bien sûr. Personne n'a verrouillé ta porte. Personne n'a mis de chaîne à tes poignets. Mais pense avec moi un moment, avec une auto-évaluation brutalement honnête. Des 24 heures qui composent ta journée, combien sont consacrées à des activités dont la motivation réelle, pas la justification jolie que tu te donnes, est de générer une perception favorable chez les autres? Combien de tes décisions de consommation sont influencées moins par l'utilité de l'objet et plus par ce que cet objet communique socialement? Combien de tes angoisses dérivent-elles non de problèmes concrets, mais de la comparaison avec des vies d'autres filtrées par des algorithmes conçus pour maximiser l'insécurité et le temps d'écran? Je ne demande pas pour te mettre mal à l'aise. Je demande parce que Spinoza se posait ces questions tous les jours, avec une sévérité compatissante que peu peuvent reproduire, et parce que les réponses honnêtes à ces questions sont le point de départ, le seul point de départ légitime pour toute transformation véritable. La culture contemporaine a fait quelque chose que les générations précédentes n'ont jamais expérimenté à une échelle similaire. Elle a converti l'identité humaine en produit. Tu n'es plus une personne qui consomme éventuellement. Tu es une marque personnelle qui doit être gérée, optimisée, positionnée sur le marché social. Chaque post est une curation. Chaque story est un marketing. Chaque interaction publique est une stratégie de branding. Des termes qui appartenaient au vocabulaire commercial, public cible, engagement, positionnement, conversion, se sont infiltrés dans le langage de la vie personnelle avec une naturalité troublante. Et quand l'identité devient produit, l'être humain devient consommable, jetable, remplaçable. Parce que les produits sont évalués par leur performance. Les produits qui ne performent pas sont retirés des étagères. Et l'anxiété chronique qui imprègne l'existence contemporaine est exactement cela. La terreur constante d'être retiré de l'étagère, de perdre de la pertinence, d'être échangé contre une version plus récente, plus attrayante, plus optimisée. Spinoza n'a jamais imaginé les réseaux sociaux, les algorithmes ou l'économie de l'attention. Mais le mécanisme sous-jacent
est identique à celui qu'il a décrit dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. C'est la servitude humaine, vêtue de vêtements numériques. C'est la même course sur le même tapis roulant, juste avec le tapis roulant tournant plus vite et les coureurs plus épuisés. Et le remède reste le même que celui qu'il a prescrit. Connaissance, autocompréhension, examen rigoureux des causes internes qui nous animent, transition graduelle, patiente, persistante du premier genre de connaissances, croyances absorbées, valeurs importées, métriques imposées, vers le deuxième et le troisième genre, compréhension rationnelle et perception intuitive de notre insertion dans la totalité. Cela ne signifie pas abandonner la vie matérielle. Spinoza n'était pas ascète. Il ne prêchait pas la pauvreté comme vertu. Il ne condamnait pas le confort. Ce qu'il condamnait, si ce mot convient à un penseur qui évitait les condamnations, était la confusion. La confusion entre moyens et fins. L'argent comme moyen de soutenir des conditions adéquates pour vivre et penser est parfaitement compatible avec la philosophie spinoziste. L'argent comme fin, comme preuve de valeur, comme trophée existentiel, comme critère de dignité, est le piège. Le travail comme expression du conatus, comme canal par lequel la puissance individuelle se manifeste et s'étend, est magnifique. Le travail comme performance pour un public, comme accumulation de capital symbolique, comme compétition perpétuelle pour la reconnaissance hiérarchique, est du poison. La distinction est subtile. Et la plupart des gens oscillent entre les deux pôles, sans même réaliser quand ils franchissent la frontière. Ils commencent à travailler par passion véritable. Puis, ils découvrent que la reconnaissance est agréable. Ensuite, ils commencent à travailler plus pour la reconnaissance que pour la passion. Puis ils oublient que la passion existait. Puis ils se réveillent 15 ans plus tard en se demandant quand la flamme s'est éteinte. Spinoza dirait « La flamme ne s'éteint jamais. Le conatus persiste tant qu'il y a de la vie. Ce qui se passe, c'est qu'il est enseveli. Des couches d'habitude, d'attente sociale, de peur et d'inertie s'accumulent sur l'impulsion vitale authentique jusqu'à ce qu'elle devienne inaudible. Mais elle est là, toujours, pulsant sous tout. Le chemin du retour n'est pas glamour. Il n'y a pas d'épiphanie instantanée. Il n'existe pas de pilule rouge qui ouvre les yeux d'un coup. Il y a un travail quotidien, lent, parfois ennuyeux, d'examiner les croyances, de retracer les émotions jusqu'à leurs racines, de remplacer les réactions automatiques par des réponses comprises, de réduire progressivement la dépendance à la validation externe, tout en renforçant les sources internes de sens. Il y a la pratique simple et terriblement difficile de s'arrêter, de s'asseoir avec le silence, de tolérer l'inconfort de ne pas être en train de produire, de publier, de se comparer, de rivaliser, de découvrir qu'en dessous de l'inconfort, il y a quelque chose d'inattendu, la présence, l'existence pure, l'expérience fondamentale d'être vivant sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Spinoza appelait cela l'éternité, non pas dans le sens de durée infinie, mais dans le sens d'une qualité d'expérience qui transcende le comptage du temps. Quand tu es véritablement absorbé à comprendre quelque chose, l'horloge disparaît. Le passé et le futur perdent leur pertinence. Il n'y a que le maintenant. Et dans ce maintenant, la question du statut se dissout comme de la glace dans l'eau tiède. Cela cesse simplement d'avoir du sens. Non pas que tu deviennes indifférent au monde. Au contraire, Spinoza soutenait que la compréhension élargit l'amour, ne le diminue pas. Plus tu comprends, plus tu aimes. Plus généreusement, plus largement, avec moins de conditions, avec moins d'exigences. Parce que l'amour qui naît de la compréhension ne demande rien en retour. Il n'exige pas de réciprocité, il ne demande pas de performance. C'est la joie pure de reconnaître chez l'autre et en soi-même des manifestations de la même substance infinie. Je veux que tu considères quelque chose, à cet instant précis, alors que ces mots atteignent ton esprit. Des milliers d'êtres humains à travers le globe se réveillent pour une nouvelle journée de course sur tapis roulant. Ils vont mettre le masque, jouer le personnage, se comparer à des fantômes numériques, accumuler des marqueurs qui ne remplissent rien. Ils vont s'endormir épuisés. Ils vont rêver d'un demain qui sera identique à aujourd'hui. Et ce cycle va se répéter jusqu'à ce que quelque chose, une crise, une perte, une phrase lue au bon moment, brise l'enchantement. Peut-être que cette phrase est l'une de celles que tu viens d'entendre, peut-être que non, peut-être que tu regardes ce contenu. Reconnais qu'il a du sens.
est d'accord intellectuellement et que demain tu reprends ta routine comme si rien ne s'était passé. La plupart des gens feront exactement cela. Spinoza le savait. Il ne se berçait pas d'illusions. Il a clairement dit que le chemin était pour peu, non par élitisme, par réalisme. Mais peu ne signifie pas personne. Et le fait que tu sois ici, maintenant, étant arrivé à ce point, dit déjà quelque chose sur toi. Cela dit qu'une partie de toi, peut-être petite, peut-être timide, peut-être effrayée, reconnaît qu'il y a quelque chose de mal dans la façon dont nous organisons la vie. Et cette partie mérite de l'attention, elle mérite des soins, elle mérite de l'espace. Spinoza a donné de l'espace à la sienne, et il a payé le prix, et il a trouvé le trésor. Le manteau déchiré par le couteau du fanatique, il l'a gardé toute sa vie, comme un rappel que la vérité coûte cher, mais aussi comme preuve qu'il a survécu au prix, et il a continué, polissant des lentilles, écrivant des théorèmes, respirant de la poussière de verre, sourire au vide qui n'était pas vide, c'était plénitude sans nom. 368 ans plus tard, la dernière proposition de l'éthique continue d'écho avec la même puissance qu'elle a été écrite dans cette petite pièce à la Haye, par la main tremblante d'un homme que le monde a essayé d'effacer. Tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. Le tapis roulant est là, fonctionnant, rapide, bruyant, bondé. Tu peux continuer à courir, ou tu peux, pour la première fois, descendre. Le choix, ou plutôt la compréhension qui précède ce que nous appelons choix, commence maintenant. Il existe une émotion que Spinoza a analysée avec une attention particulière. Une émotion que la plupart des gens ressentent quotidiennement mais admettent rarement à voix haute. L'envie. Il l'a définie avec précision. L'envie est la tristesse éprouvée en contemplant le bonheur des autres. Ce n'est pas de l'admiration. L'admiration peut coexister avec un contentement personnel. L'envie est autre chose. C'est une douleur spécifique qui n'apparaît que lorsque la joie de l'autre fonctionne comme un miroir inversé de ma propre insuffisance perçue. Remarque la formulation. Insuffisance perçue, pas réelle, perçue. Parce que l'envie n'opère jamais sur des faits objectifs. Elle opère sur des interprétations, sur des récits internes construits avec des pièces du premier genre de connaissances, ces croyances absorbées sans examen que nous avons mentionnées précédemment. Quand tu ressens de l'envie pour quelqu'un qui affiche une vie apparemment supérieure, ce qui se passe dans ton système nerveux est une chaîne d'événements incroyablement rapide et complètement inconsciente. D'abord, l'image entre par les yeux. Deuxièmement, le cerveau compare automatiquement la situation perçue de l'autre avec ta situation perçue. Troisièmement, il détecte une disparité défavorable. Quatrièmement, il interprète cette disparité comme une menace pour ta place dans la hiérarchie sociale. Cinquièmement, il déclenche des signaux d'alarme, cortisol, tension musculaire, accélération du rythme cardiaque. Sixièmement, tu ressens cette pression dans la poitrine que tu appelles envie. Tout cela en millisecondes. Avant toute pensée consciente, avant toute possibilité d'évaluation rationnelle. Spinoza a cartographié ce processus sans disposer de neurosciences. Il l'a fait par pure observation. Et il est arrivé à une conclusion que la psychologie moderne a confirmée par des données expérimentales. L'envie est proportionnelle à la proximité. Nous ressentons plus d'envie envers des personnes semblables à nous, même tranche d'âge, même profession, même cercle social, qu'envers des milliardaires lointains ou des célébrités inaccessibles, parce que la proximité rend la comparaison plus plausible et donc plus douloureuse. Le collègue de travail qui a reçu la promotion provoque plus de tourments qu'un magnate dans un magazine. Le voisin qui a rénové sa maison dérange plus qu'un cheikh arabe dans un palais. L'ami d'enfance qui a apparemment trouvé une stabilité émotionnelle perturbe plus qu'un gourou spirituel dans une retraite himalayenne. Cela se produit parce que la proximité élimine le bouclier psychologique de l'exceptionnalité. Avec le milliardaire, le cerveau rationalise. Il vient d'un autre monde, cela ne s'applique pas à moi. Avec le collègue, cette défense ne fonctionne pas. Le message implicite est « il est comme moi, et il a réussi, donc j'ai échoué ». Spinoza dirait que cette conclusion « j'ai échoué » est le fruit le plus venimeux du premier genre de connaissance, parce qu'elle suppose qu'il y avait une compétition légitime, qu'il existait des critères valables de succès, que la position relative entre deux personnes détermine la valeur absolue de chacune,
Toutes des prémices absorbées, aucune examinée, et l'effet domino de l'envie sur l'existence quotidienne est dévastateur. La personne chroniquement envieuse vit dans un état permanent de déficit imaginaire. Chaque réussite des autres est une soustraction de son propre compte émotionnel. Chaque célébration d'un autre est un enterrement silencieux de l'estime de soi. Le monde entier se transforme en un classement constant, où chaque avancée de l'autre équivaut à un recul personnel. Spinoza a vu des communautés entières rongées par ce mécanisme, des familles détruites, des amitiés empoisonnées, des talents gaspillés par des personnes plus préoccupées à surveiller le progrès de leurs rivaux qu'à cultiver leur propre potentiel. L'antidote, comme toujours dans la pharmacie spinoziste, est la compréhension. Pas une compréhension superficielle, « Ah, je sais que je ne devrais pas ressentir d'envie », mais une compréhension radicale. Comprendre que l'envie naît d'une illusion de séparation, que moi et l'autre sommes des entités isolées en compétition pour des ressources finies de valeur. Quand en réalité, du point de vue de Dieu Sive Natura, nous sommes des expressions différentes de la même substance infinie. La joie de l'autre ne soustrait rien à ma puissance réelle, absolument rien. À moins que je ne permette qu'une croyance confuse transforme la joie d'autrui en poison pour moi-même. Comprendre cela profondément, ne pas répéter comme un mantra, comprendre, dissout l'envie à sa racine. Pas instantanément, graduellement, comme la glace fondant au soleil de la lucidité. Sous toute la course au statut, sous toute l'accumulation compulsive de marqueurs externes, sous toute la performance sociale incessante, il existe une peur primordiale qui est rarement nommée. La peur de ne rien être, pas la peur de mourir, pas la peur de la douleur physique. La peur de découvrir que sans les titres, sans les possessions, sans l'approbation des autres, il ne reste rien. Que le moi que je crois être n'est qu'un ensemble d'étiquettes empilées et qu'en enlevant les étiquettes, il reste le vide. Cette peur est le véritable moteur de la machine du statut. Chaque promotion recherchée, chaque bien acquis, chaque photo publiée, chaque métrique poursuivie fonctionne comme une couche d'isolation contre ce terror silencieux. Comme des couvertures entassées sur un corps qui tremble de froid existentiel. Spinoza a identifié cette peur avec une clarté impitoyable et a offert une réponse qui, à première vue, semble cruelle, mais qui, examinée avec attention, se révèle profondément libératrice. La réponse est oui. Le moi que tu crains de perdre n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pas dans le sens nihiliste que rien n'a d'importance. Dans le sens spinoziste que ce que tu appelles « moi », cette collection de préférences, d'opinions, de souvenirs, de rôles sociaux et d'auto-image, est une construction, un mosaïque assemblé au fil des décennies à partir de pièces fournies par l'environnement, un récit que le cerveau se raconte pour créer une sensation de continuité et de cohérence dans une expérience qui, en réalité, est un flux constant. Tu n'es pas le même organisme que tu étais à 10 ans, ni biologiquement, ni psychologiquement. Chaque cellule a été remplacée, chaque croyance a été reformulée, chaque priorité a été réorganisée. Le « je » d'il y a une décennie prendrait des décisions radicalement différentes de celles que tu prends aujourd'hui, et le « je » d'ici 10 ans regardera probablement en arrière avec un étonnement similaire. Alors qu'est-ce qui est exactement protégé quand tu cours après le statut? Quel « je » doit être validé? Quelle identité dépend des applaudissements des autres pour se maintenir debout? Spinoza répondrait « une fiction utile, car elle permet d'organiser l'expérience et de naviguer dans le monde social, mais néanmoins une fiction. Et souffrir pour une fiction, consacrer toute son existence à alimenter et protéger une fiction, est la forme la plus sophistiquée et la plus tragique de l'auto-tromperie. Ce qui existe sous la fiction, ce que Spinoza appellerait le conatus, la puissance essentielle, le mode fini de la substance infinie, n'a pas besoin de validation. Il existe par lui-même, il est réel indépendamment de toute reconnaissance externe. Il est antérieur à tout étiquetage. Il est plus fondamental que toute narration. Trouver cela, toucher cette couche prénarrative de sa propre existence, est ce que Spinoza a décrit comme l'expérience d'éternité. Pas une durée infinie, une plénitude atemporelle, l'instant où tu réalises que tu es réel avant toute histoire que tu racontes sur toi-même. Et à cet instant, la peur d'être personne perd simplement son objet. Parce que personne est un concept qui n'a de sens que dans le jeu social. En dehors de celui-ci, dans l'expérience pure d'exister,
Il n'y a ni personne, ni quelqu'un. Il y a présence, il y a puissance, il y a la vie qui se déroule. La peur se dissout, non pas parce qu'elle a été réprimée, mais parce que l'illusion qui la soutenait a été comprise. Cela peut sembler étrange, mais Spinoza considérait l'espoir comme une émotion tout aussi problématique que la peur, peut-être même plus, parce que la peur génère au moins de l'inconfort, et l'inconfort peut motiver l'investigation. L'espoir, en revanche, anesthésie, il endort. Il maintient la personne confortablement paralysée dans une fantaisie d'avenir, tandis que la vie réelle s'écoule entre les doigts. Il a défini l'espoir comme une joie instable née de l'image de quelque chose de futur, dont l'occurrence est douteuse. Et il a défini la peur comme une tristesse instable née de l'image de quelque chose de futur, dont l'occurrence est également douteuse. Les deux sont des jumeaux, indissociables. Il n'y a pas d'espoir sans peur, car celui qui espère quelque chose de désirable craint automatiquement de ne pas l'obtenir. Et il n'y a pas de peur sans espoir, car celui qui craint quelque chose d'indésirable espère automatiquement y échapper. Cette analyse est chirurgicale, et lorsqu'elle est appliquée à la question du statut, elle révèle un schéma qui explique pourquoi tant de personnes restent piégées dans la course pendant des décennies entières. L'espoir que, un jour, tout va s'arranger, que la prochaine promotion, le prochain salaire, la prochaine relation, la prochaine réalisation apportera enfin la paix promise, fonctionne comme une carotte suspendue devant un âne. L'âne avance, il avance sans s'arrêter, épuisé, affamé, avec des sabots douloureux. Mais la carotte est là, suspendue, brillante, juteuse, à une distance qui semble diminuer à chaque pas, mais ne se réduit jamais à zéro. La culture du succès est la plus grande usine de carottes jamais construite par la civilisation humaine. Chaque influenceur motivationnel, chaque livre de développement personnel, chaque conférence d'entreprise sur l'état d'esprit gagnant produit des carottes industriellement. Ils disent « crois, visualise, persévère ». L'univers conspire en faveur de ceux qui n'abandonnent pas. Traduction, spinoziste. Garde l'espoir vivant. Continue de courir. N'examine pas la structure du tapis roulant. Ne remets pas en question si la carotte est réelle. Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent. Il proposait de remplacer l'espoir par la compréhension. Au lieu d'imaginer un avenir idéalisé et de vivre en fonction de sa possible matérialisation, tu comprends le présent réel avec toute la clarté dont tu es capable. Au lieu de projeter le bonheur dans un demain hypothétique, tu examines les conditions concrètes de ta joie et de ta tristesse maintenant. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas une renonciation à l'avenir, c'est un ancrage dans le réel. C'est la différence entre un navigateur qui étudie les courants, les vents et les étoiles pour tracer une route consciente, et un naufragé qui flotte les yeux fermés priant pour que la marée le mène à terre. La personne qui comprend les causes réelles de sa propre souffrance, au lieu d'attendre que des circonstances externes l'éliminent, est dans une position infiniment plus puissante. Parce qu'elle peut agir sur les causes, elle peut modifier des schémas, elle peut rediriger le conatus, tandis que la personne qui attend reste passive, otage d'un avenir qui peut ne jamais arriver. Et quand il n'arrive pas, quand la promotion va à un autre, quand la relation ne se matérialise pas, quand le projet échoue, l'espoir frustré se transforme en désespoir. Ce qui est exactement ce que Spinoza avait prévu. L'espoir et le désespoir sont les deux faces d'une même pièce. Celui qui vit de l'un est constamment vulnérable à l'autre. La sortie est d'abandonner la pièce entière. Ne pas échanger l'espoir contre le désespoir, ni le désespoir contre l'espoir. Sortir du cycle, habiter le présent les yeux ouverts, agir à partir de la compréhension, non de la fantaisie. Spinoza a passé les 18 dernières années de son existence dans un relatif isolement social. Ce n'était pas un ermite, il entretenait des correspondances, recevait des visiteurs, discutait avec la famille qui l'hébergeait. Mais comparé aux citoyens moyens d'Amsterdam au XVIIe siècle, il vivait dans une solitude considérable. Et cette solitude n'était pas un accident, c'était une méthode. Il a compris quelque chose que l'ère numérique a rendu presque impossible à pratiquer, que la clarté mentale exige des espaces de silence, que le bruit social constant, opinion, jugement, attente, comparaison,
fonctionne comme une interférence électromagnétique sur les circuits délicats de la pensée autonome. Que pour entendre la voix du véritable conatus, il faut d'abord baisser le volume du cœur social. Cela ne signifie pas que Spinoza méprisait la vie communautaire. En fait, le traité théologico-politique et le traité politique montrent une profonde préoccupation pour l'organisation collective, pour la justice, pour les conditions matérielles qui permettent à une société de fonctionner de manière minimement rationnelle. Il se souciait des autres. Mais il comprenait que se soucier authentiquement exige d'abord d'avoir de la clarté sur soi-même. Et cette clarté nécessite un retrait temporaire du bruit. Dans la culture contemporaine, le bruit a atteint des proportions qui auraient laissé Spinoza en état de choc. Nous sommes connectés 24 heures sur 24, bombardés par des notifications, exposés en permanence aux opinions de millions d'inconnus. Le silence intérieur est devenu un article de luxe plus rare que n'importe quel bien matériel, et sans silence intérieur, la transition entre les genres de connaissances est presque impossible, parce qu'examiner des croyances nécessite une attention concentrée. Suivre les émotions jusqu'à leurs origines exige une introspection profonde. Distinguer entre désir authentique et programmation sociale demande un degré de contact avec soi-même que la stimulation perpétuelle empêche. La personne qui prend son téléphone dans les 30 premières secondes après s'être réveillée, avant même de prendre conscience de ce qu'elle ressent, avant de réaliser l'état de son propre corps, avant tout contact avec elle-même, a déjà remis le contrôle de sa journée à des forces externes. Elle réagit déjà au lieu d'agir. Elle est déjà vécue au lieu de vivre. Spinoza se réveillait et pensait. Il pensait simplement. Sans stimulation externe, sans urgence artificielle, sans la compulsion de vérifier ce que le monde pensait de lui pendant les heures de sommeil. Il s'asseyait, prenait peut-être un repas frugal et retournait au travail, au véritable travail qui était de comprendre. Ce n'est pas une romantisation de la pauvreté ou de la réclusion. C'est la reconnaissance que l'activité la plus transformative, accessible à un être humain, la connaissance de soi radicale, nécessite des conditions que la vie moderne sabote systématiquement. Et récupérer ces conditions, même partiellement, même par fragments de temps quotidien, est un acte de résistance extraordinaire contre la machine du statut. 20 minutes de silence conscient par jour, sans écran, sans audio, sans distraction, juste toi et le contenu de ta propre pensée. Cela semble peu. Essaie de le faire pendant une semaine. Tu découvriras que c'est l'une des choses les plus difficiles que tu aies jamais essayées dans ta vie, et l'une des plus révélatrices, parce que dans le silence, les voix importées deviennent plus audibles. Les croyances jamais examinées émergent à la surface. Les peurs camouflées retirent leur masque. Et tu commences enfin à distinguer ce qui est à toi de ce qui a été greffé. Spinoza a fait de cela une vie entière. Nous pouvons commencer avec 20 minutes. Spinoza est mort le 21 février 1677. Il avait 44 ans. La cause probable était une maladie pulmonaire aggravée par des années à inhaler des particules de verre lors du polissage de lentilles optiques. Il est mort dans la chambre qu'il louait chez Hendrik van der Spyck, un peintre hollandais à La Haye. Il possédait peu d'objets, des vêtements modestes, des instruments de polissage, des livres, des manuscrits, pas de fortune, pas de propriété, aucun titre académique, pas de famille présente. L'éthique, l'œuvre monumentale qui condensait tout ce qu'il avait compris sur l'existence humaine, sur les émotions, sur la liberté et sur la nature de Dieu, a été publiée à titre posthume, quelques mois après sa mort, par des amis proches qui ont pris soin de l'édition. Le nom sur la couverture n'apparaissait qu'en initiales, B, D, S. Même mort, il était trop dangereux. Le livre a immédiatement été interdit, condamné par des théologiens réformés, catholiques et juifs simultanément, peut-être la seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, durant ce siècle. Des exemplaires ont été confisqués, brûlés, bannis des bibliothèques. Posséder une copie pouvait entraîner des poursuites judiciaires. Et pourtant, les idées ont survécu. Elles ont été lues secrètement par Leibniz, qui a rendu visite à Spinoza de son vivant, et a ensuite nié publiquement son influence. Elles ont été absorbées par des poètes romantiques allemands un siècle plus tard. Elles ont été redécouvertes par Hegel, qui a déclaré que toute philosophie commence avec Spinoza.
Elles ont influencé Marx dans l'analyse des structures de domination. Elles ont inspiré Nietzsche dans sa critique de la morale du troupeau. Elles ont enchanté Einstein, qui, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza ». Deleuze a consacré 2 œuvres entières à la pensée spinoziste. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio ont reconnu que Spinoza avait anticipé de siècles des découvertes sur la relation entre le corps, l'émotion et la raison. Des psychologues cognitifs trouvent dans les pages de l'éthique des descriptions de mécanismes mentaux qui ne sont que maintenant en cours de cartographie empirique. Un homme sans titre, sans fortune, sans plateforme, sans audience, écrivant seul dans une chambre louée, a produit des idées qui ont traversé 4 siècles et continuent d'avoir un impact dans des domaines aussi divers que la philosophie, la neuroscience, la psychologie, la théorie politique et la physique théorique. Et il a fait tout cela sans rien poursuivre, sans rivaliser avec qui que ce soit, sans même publier son œuvre principale de son vivant. Le contraste avec la culture contemporaine est presque comique. Nous vivons à une époque où les gens consacrent des heures quotidiennes à fabriquer du contenu éphémère pour des plateformes qui seront oubliées dans une décennie, où la pertinence est mesurée en cycles de 24 heures, où le travail profond, lent et silencieux est systématiquement dévalorisé au profit de la production rapide, visible et quantifiable. Et pourtant, quand nous regardons en arrière, quand nous regardons vraiment, que survit-il? Qu'est-ce qui traverse les siècles? Qu'est-ce qui change les civilisations? Ce ne sont pas les performances, ce ne sont pas les spectacles, ce ne sont pas les marqueurs de statut, ce sont les vérités, découvertes dans le silence, écrites avec patience, partagées sans attente de retour. L'héritage de Spinoza est la preuve vivante, ou plutôt la preuve qui survit à la mort, que la puissance authentique n'a pas besoin de scène, juste de profondeur. Je vais conclure avec une image. Imagine Spinoza dans les derniers mois de sa vie. Maigre, pâle, avec des difficultés à respirer. Assis devant son bureau de travail, tenant une lentille inachevée contre la faible luminosité qui entre par la fenêtre de sa chambre à La Haye. Il sait qu'il est malade. Il sait que le temps est court. Il sait que l'éthique est terminée mais qu'elle ne sera peut-être jamais lue comme il le souhaiterait. Il sait que le monde extérieur continue de tourner sur la même voie qu'il a décrite avec tant de précision. Des gens courant après des ombres, accumulant des fantômes, mesurant leur propre dignité en monnaie qui perdent de la valeur au moment où elles entrent dans leur poche. Et là il est, polissant une lentille, avec des mains tremblantes, avec des poumons compromis, avec toute la sérénité de celui qui a compris quelque chose que la plupart des gens meurent sans comprendre. La lentille sert à agrandir ce que les yeux ne peuvent pas voir seuls. C'est un instrument de clarification, d'augmentation de la puissance visuelle. Et Spinoza a passé toute sa vie à faire exactement cela, à fabriquer des lentilles. Des lentilles physiques pour des microscopes et des télescopes. Des lentilles conceptuelles pour voir le fonctionnement caché de l'esprit humain. Des lentilles philosophiques pour pénétrer l'illusion de la séparation et percevoir l'unité infinie sous la multiplicité apparente. Chaque lentille qui sortait de ses mains était une métaphore matérialisée de sa mission. Aider à mieux voir. Voir plus loin. Voir plus profondément. Voir ce qui est là mais reste invisible par habitude, précipitation, distraction ou peur. La culture du statut est une forme de cécité collective, une opacité partagée, une brume que tout le monde respire sans réaliser qu'il respire. Et le travail de Spinoza, le travail de toute son existence brève et lumineuse, a été de polir des lentilles capables de dissiper cette brume. Il t'a remis ces lentilles. Elles sont là, dans les pages de l'éthique, dans les lettres, dans les traités, disponibles, gratuites, attendant. La question n'a jamais été de savoir si les lentilles existent. Elle a toujours été de savoir si tu es prêt à les mettre devant tes yeux. Sachant que ce que tu vas voir peut être inconfortable, sachant que la clarté, dans les premiers moments, éblouit, sachant qu'après avoir vu, il n'est pas possible de faire semblant de ne pas avoir vu. Spinoza ne te demande pas du courage. Il savait que le courage n'est qu'un autre nom pour la compréhension sous pression. Il te demande quelque chose de plus simple et de plus difficile, l'honnêteté, la disposition à regarder sa propre vie, ses motivations réelles, ses peurs cachées, ses croyances héritées, ses désirs importés, avec la même froideur compatissante qu'un scientifique examine un échantillon sous le microscope.
sans jugement, sans auto-apitoiement, sans drame, juste une observation claire. Et si tu fais cela, si tu commences aujourd'hui, maintenant, avec ce qui est le plus à portée de main, quelque chose va changer. Pas de manière spectaculaire, pas avec des feux d'artifice existentiels, de manière lente, presque imperceptible, comme la rotation de la Terre, invisible à l'œil nu mais responsable de chaque lever de soleil. La voie continuera de fonctionner. Le monde continuera d'offrir des carottes. Les gens autour de toi continueront de courir, de comparer, d'exhiber, de souffrir silencieusement sous des sourires performatifs. Mais tu seras dans un endroit différent, pas au-dessus, pas à l'extérieur, à l'intérieur, dans un lieu intérieur que aucune circonstance externe ne peut atteindre, modifier ou corrompre, l'endroit où le conatus pulse pur, où la puissance est réelle, où la joie ne dépend pas d'un public, l'endroit que Spinoza a trouvé en polissant des lentilles dans une chambre froide aux Pays-Bas il y a 3 siècles et demi, l'endroit qu'il t'a montré comment trouver. Le reste dépend de toi.